Le marché vient de nous servir une nouvelle semaine totalement hors norme. On a eu notamment une énième vague de baisse provoquée par l'IA, Eli Lilly en train de gagner la bataille face à Novo Nordisk, Evolution AB qui s'enfonce encore, AMD qui chute lourdement après une guidance pas au niveau, des capex records prévus par Amazon et Google en 2026, ma toute dernière position et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je vous propose de rattraper tout ce qui s'est passé d'important en bourse cette semaine. On va voir les insights qui ressortent des earnings calls. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage en description de la vidéo. Et si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez m'aider à développer la chaîne, vous pouvez mettre un like et un commentaire. On est parti. Bon, je ne peux pas commencer à parler des résultats sans dire quelques mots de la nouvelle baisse massive à laquelle on a assisté cette semaine. Encore une fois, ce sont les principales sociétés de software qui en ont fait les frais, donc Microsoft, Salesforce, Adobe, ServiceNow, etc., etc. Mais cette fois-ci, cette vague baissière, elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle s'est propagée vers d'autres valeurs qui étaient épargnées pour le moment. Parmi celles-ci, on retrouvait même de grands noms de l'industrie financière qui semblaient presque intouchables, comme S&P Global et Moody's, dont le cours a baissé de 17 et 13% respectivement cette semaine. Cette fois-ci, la faucheuse, elle porte un nom, Cowork, qui est une variante de Cloud Code développée par Anthropic et qui est une sorte en fait d'assistant IA qui s'installe sur votre ordinateur et à qui vous pouvez demander de faire n'importe quelle tâche. Et si ça a créé une telle vague de panique sur les marchés, c'est que les premiers résultats sont bluffants. Sur X, il y a déjà des centaines d'exemples de ce que Cowork a été capable de faire. Parfois des trucs qui auraient demandé des semaines de travail que l'IA a réalisé avec brio en un rien de temps. Si on en croit certains observateurs, on s'apprête à quitter l'ère des chatbots pour rentrer dans une nouvelle ère, celle des agents IA. Et donc on est peut-être face à un autre tournant majeur depuis la sortie de ChatGPT fin 2022. C'est possible. En tout cas, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux parce que ça soulève beaucoup de questions, encore une fois, sur la pertinence à l'heure actuelle de certains métiers, voire de certaines entreprises entières. Et ça, ça nous concerne, nous, investisseurs. Personnellement, ça va me forcer à challenger encore un peu plus la solidité de certaines positions tech de mon portefeuille. Est-ce qu'elles sont si difficiles à répliquer que ça? Est-ce que leur business model a de bonnes chances de survivre ou non? Dans quelle mesure elles pourront être affectées significativement par ces nouveaux agents IA, etc. Il va falloir peser le pour et le contre. Et la grande difficulté dans ce genre d'exercice, je trouve, c'est que la technologie aujourd'hui évolue toujours plus vite. Donc, c'est très difficile d'avoir des certitudes, ne serait-ce qu'à moyen terme. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je me voyais pas ne pas en parler puisque ça a marqué l'actualité financière cette semaine. Et je suis certain qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne dans les mois à venir. Parmi les secteurs qui ont normalement plus de chances de bénéficier de l'IA que d'en souffrir, il y a notamment le secteur de la santé, qui est un secteur d'avenir. Mardi, on avait une société française dont on parle très peu qui publiait ses résultats préliminaires pour 2025, Sartorius Tedim Biotech, une société qui fournit des consommables et des équipements essentiels pour la fabrication de biomédicaments et de vaccins. Donc concrètement, ils vendent aux labos pharmaceutiques un ensemble d'accessoires stériles, donc des sacs, filtres, tubes, tuyaux, etc., qui sont à usage unique pour garantir l'absence de contamination et qui ont donc le gros avantage d'être récurrents. Ils ont publié de bons résultats pour 2025 avec un revenu en hausse de 10% à taux de change constant qui s'élève à 3 milliards d'euros. Comme les autres acteurs du secteur, ils ont une activité qui a explosé suite au Covid, donc 2020, 2021, 2022, qui ont été des années de forte croissance, mais il y a eu un gros contre-coup dans l'industrie en 2023 et en 2024. Et donc 2025, ça a été l'année où ils ont renoué avec la croissance. Ils attendent que cette tendance positive se poursuive en 2026, ils partagent une guidance entre 6 et 10% de croissance cette année, tirée notamment par la vente de consommables pour la production de médicaments. Si on s'intéresse au niveau de marge maintenant, vous voyez qu'on a eu une baisse de la marge brute et de la marge opérationnelle en 2023 et en 2024. Ça allait de pair avec le gros ralentissement dont on vient de parler. Pour l'instant, on n'a pas le PNL de 2025, mais si j'en crois l'évolution de la marge sur EBITDA qui a repris 8 points cette année, on devrait revenir à des niveaux de marge brute et opérationnelle plus satisfaisant en 2025 et il y a de bonnes chances pour que ça se poursuive en 2026. Sur ce dossier, un des points d'attention, ce sont les sujets autour de l'endettement. C'est le cas pour quasi tous les équipementiers dans le secteur de la santé, qui sont des adeptes de la croissance externe. En 2023, Sartorius
ils se sont endettés pour financer l'acquisition de Polyplus, une société française spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques. Ils les ont rachetés pour environ 2,4 milliards d'euros, donc grosse acquisition par rapport à la taille de Sartorius. Et donc si leur endettement n'est pas si élevé que ça actuellement, la dette nette c'est un peu plus de 3 fois les cash flows opérationnels de 2025, eh bien c'est parce que début 2024, ils se sont servis d'une augmentation de capital à l'issue de laquelle ils ont levé 1,2 milliard d'euros pour accélérer leur désendettement. Donc les actionnaires en place se sont fait diluer, ce qui n'est pas cool, même si diminuer le poids de la dette, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est vrai que ça fait partie des problèmes avec ce genre de grosses acquisitions. Déjà, il y a un fort risque d'intégration et ça demande souvent de lever pas mal de dettes qui peut devenir un vrai danger quand elle n'est pas maîtrisée et ça a toujours des conséquences. J'en profite pour rester dans le secteur et parler rapidement de deux sociétés que j'aime beaucoup qui ont publié leurs résultats la semaine d'avant, Danaher et Thermo Fisher Scientific. Le constat sur la croissance, il est à peu près le même que chez Sartorius, à la différence que, vu que ce sont des large caps qui sont relativement diversifiés, la croissance pour eux, elle a du mal à repartir. En 2025, Danaher et Thermo Fisher ont respectivement fait 3 et 4% de croissance. Et ce qui a déplu au marché et ce qui a d'ailleurs fait chuter leur cours respectif de 5% la semaine dernière, c'est le fait qu'elles guident pour une croissance organique assez faible pour 2026, entre 3 et 6% pour Danaher, entre 3 et 4% pour Thermo Fisher. C'est vrai que c'est pas terrible. Néanmoins, quand on les regarde de plus près et qu'on écoute les earnings calls, on a l'impression que le management des deux sociétés est resté relativement conservateur. Chez Danaher, on a une hypothèse de croissance similaire à 2025 sur le bioprocessing, qui pèse environ pour 30% du revenu, alors que sur la partie consommable, ils voient une nette amélioration, et sur la partie équipement, ça va dans la bonne direction, mais ils préfèrent rester prudents. Et chez Thermo Fisher, c'est similaire, puisqu'ils observent une amélioration sur leur marché final de la bioproduction, mais ils précisent que les clients sont positifs, mais restent tout de même prudents, et ça, ils l'intègrent dans les chiffres. La croissance des commandes s'est améliorée tout au long de l'année 2025, mais par prudence, ils n'ont pas intégré cette même tendance en 2026. Donc on sent vraiment qu'ils sont restés conservateurs sur les chiffres annoncés. C'est quelque chose que le marché n'apprécie pas trop forcément, ce qui explique la baisse. Mais moi, personnellement, je vois ça d'un bon œil. Je trouve que ce genre d'attitude, ça donne du crédit au sérieux de ces entreprises, qui n'ont d'ailleurs pas grand chose à prouver, et ça vient renforcer l'idée que même si la croissance n'est pas très sexy en ce moment, je pense que ces deux boîtes en particulier sont de bons paris à très long terme, même si au-delà de l'endettement, le principal problème c'est celui de la valorisation, puisqu'elles sont pricées en fonction actuellement. Toujours dans le secteur de la santé, un des grands gagnants cette semaine, ça a été Eli Lilly, dont le cours a bondi de 10% suite aux résultats qu'ils ont publiés. Ces résultats et leur attente pour 2026, ils sont venus confirmer une chose, c'est qu'ils ont pris un net avantage dans la bataille avec leur rival Novo Nordisk sur les GLP-1. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de mercredi, ça ne doit pas être une surprise pour vous. Leurs médicaments injectables Mounjaro et Zepbound continuent de gagner du terrain aux États-Unis et surtout à l'international. Ça leur a permis d'afficher une très belle croissance en 2025, plus 45%, et ils attendent entre 80 et 83 milliards de revenus en 2026, ce qui ferait une croissance comprise entre 23 et 28%, ce qui est très solide en connaissant les vents contraires qu'il y a aux États-Unis par rapport au prix des médicaments anti-obésité que l'administration Trump a fait baisser cette année. Et c'est vrai que c'est très fort parce que contrairement à Novo, ils ne donnent pas du tout l'impression d'en subir des impacts significatifs. La réalité, c'est que leur expansion à l'international rapide, les parts de marché qu'ils ont gagnées et la croissance globale du marché de l'anti-obésité leur permet une croissance des ventes très rapide et de contrebalancer en grande partie les effets négatifs dont on vient de parler. Donc ils ont pris l'avantage, certes, mais je pense quand même qu'il faut rester très prudent. Il y a bien sûr l'arrivée des génériques à l'international dès cette année dans pas mal de pays qui pourraient venir gâcher la fête. L'administration Trump pourrait revenir à la charge sur le prix des GLP-1 anti-obésité. Et il y a d'autres risques qui pourraient se matérialiser, comme par exemple ce qui a fait chuter le cours de 8% ce jeudi, le fait que Hims & Hers, dans le plus grand des calmes, ils annoncent la sortie d'un copycat contenant la molécule de sémaglutide pour seulement $49 par mois, ce qui est une fraction du prix de ces médicaments. Forcément, les deux géants des GLP-1 ont déjà annoncé des poursuites judiciaires. Je crois que la FDA a aussi réagi en ce sens. À voir l'impact que ça aura sur les ventes cette année.
Jeudi matin, il y avait ce bon vieux Evolution AB qui publiait ses résultats. Comme lors des précédentes publications, le marché a mal réagi à ce qui a été publié, le cours a perdu 6%. Et ça se comprend puisque la société suédoise qui développe des solutions de live casino est encore empêtrée dans des problèmes de cybercriminalité en Asie, sa plus grosse région en termes de revenus, et fait encore les frais des impacts des mesures de cloisonnement prises en 2025 pour se conformer à la réglementation dans plusieurs pays européens. La croissance qu'ils ont en Amérique du Nord ne suffit malheureusement pas à compenser, puisqu'au Q4, le revenu est une nouvelle fois en baisse de 4%. Ils ont un niveau de marge opérationnelle qui reste très élevé, qui est de 62% au Q4, mais qui continue de se contracter, puisqu'il perd un peu plus de 4 points en un an. La valorisation actuelle, elle reflète logiquement la situation dans laquelle l'entreprise se trouve aujourd'hui, puisqu'à une market cap d'environ 12 milliards de dollars, elle se paye environ 9 fois ses free cash flow de 2025, c'est rien du tout. Si on veut voir le verre à moitié plein, on pourrait dire que même dans une période compliquée, c'est une boîte qui reste extrêmement profitable, ce qui leur donne la possibilité de jouer les cannibales et d'engloutir une partie de la capitalisation en rachetant massivement leurs propres actions. J'ai calculé, s'ils utilisaient tout leur free cash flow pour ça, en théorie, ils pourraient racheter 11% de la boîte. C'est assez fou. Mais malheureusement, on n'est pas sur une société américaine, mais sur une suédoise pour qui les dividendes ont une grande importance, ce qui rend ces buybacks massifs assez peu probables. En tout cas, ils ont quand même une belle opportunité pour concentrer l'actionnariat en ce moment, en attendant des jours meilleurs. Allez, parlons tech maintenant. On a une grosse actualité en commençant par un des perdants cette semaine, AMD, dont le prix de l'action a perdu 17% suite à la publication des résultats. La demande pour leur puce IA est forte, mais pas assez pour le marché. Les investisseurs ont été déçus par la guidance de Q1 2026 qui ne prévoit que, entre guillemets, 32% de croissance du revenu. Pour être honnête, AMD, c'est pas un dossier que je connais très bien, mais à première vue, ils ne boxent pas du tout dans la même catégorie que leur principal concurrent Nvidia, que ce soit en termes de croissance qui certes accélère, mais on est sur des niveaux vraiment incomparables, ou en termes de marge où la différence est monstrueuse. Je m'attendais pas à un tel gap. Et c'est vrai qu'à l'heure où Nvidia a sécurisé son avance dans les GPU et où tu as la concurrence grandissante des hyperscalers qui font leurs puces maison optimisées pour entraîner et ou faire tourner les modèles d'IA, eh bien, les perspectives pour AMD ont tendance à s'assombrir. Je pense que c'est ce que le moins 17% de cette semaine vient traduire aussi, sachant que la société est fortement valorisée actuellement. Cette semaine, on avait aussi la publication des résultats d'Alphabet, la maison mère de Google. Le marché a accueilli ça avec un moins 4%. Alors honnêtement, vu la gueule de la publication, je pense pas qu'il y ait d'autres raisons que la forte valorisation pour expliquer la baisse. On rappelle que la market cap a doublé en 2025 puisque l'entreprise est passée en quelques mois de grande perdante dans la course à l'IA à l'un, si ce n'est le grand gagnant pressenti. Et c'est vrai qu'ils ont des indicateurs qui laissent assez peu de place au doute. Dans leur slide, ils rapportent que l'application Gemini a dépassé la barre des 750 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Les API Gemini traitent plus de 10 milliards de tokens par minute. Et ailleurs, ils disent que Gemini Entreprise, c'est déjà 8 millions de licences payantes en 4 mois. Donc a priori, ils connaissent un certain succès sur ces produits. Au début de l'earnings call, Sundar Pichai, il insiste sur le fait que ce qui fait vraiment la force de Google à propos de l'IA, c'est leur infrastructure unique qui comprend une grande variété de puissances de calcul. Ils ont évidemment de grandes quantités de GPU Nvidia, mais aussi une grande quantité de TPU. Leurs semi-conducteurs maison parfaitement optimisés pour entraîner et faire tourner leur modèle. Ce sont des puces qui sont beaucoup plus spécifiques et efficientes que les GPU de Nvidia. Et avec ça, Google est capable de réduire drastiquement les coûts pour faire tourner Gemini. Ils partagent qu'en 2025, ils auraient même réussi à réduire le coût unitaire d'utilisation de 78%, c'est énorme. Alors bien sûr, ce chiffre, il est surtout dû aux bonnes vieilles économies d'échelle, mais on va dire qu'elles sont boostées par l'efficience de leur TPU et les logiciels qui vont avec, et par l'optimisation de leur modèle. Les autres éléments à noter dans cette publication, c'est la santé étincelante de Google Cloud qui affiche une croissance de 48% au Q4 et une marge opérationnelle de 30% contre 17,5% il y a un an. Pendant le call, ils disent que le backlog est de 240 milliards de dollars au 31/12, un chiffre plus de 2 fois supérieur par rapport à celui d'il y a un an, qui confirme donc le fait qu'il y a une très forte demande pour leurs produits autour de l'IA pour les entreprises. Et le dernier point à noter, c'est bien entendu le montant des CAPEX prévus en 2026. La société prévoit d'investir entre 175 et 185 milliards de dollars pour répondre à la forte demande autour de l'IA et continuer à améliorer leur modèle. J'avais dit que je trouvais que les 135 milliards de méta étaient monstrueux,
mais là, ça les ferait presque passer pour des petits joueurs. Ici, je ferai un peu le même commentaire que pour Meta, c'est-à-dire que la forte croissance qu'ils ont actuellement et les perspectives monstrueuses autour de Gemini et de Google Cloud, ça leur donne l'autorisation d'investir ces montants colossaux qui, au final, ne représentent que, entre guillemets, 1,5 fois leur free cash flow de 2025. Mais même avec ce niveau de capex, Google n'aura pas la palme puisqu'elle revient à Amazon qui a publié ses résultats jeudi soir et qui a annoncé ni plus ni moins 200 milliards de dollars de capex pour 2026. C'était les premiers à avoir franchi la barre des 100 milliards en une année, maintenant c'est le cap des 200. Le cours de bourse n'a malheureusement que moyennement apprécié ce niveau d'investissement puisqu'il affiche moins 6% sur la journée de vendredi. Et l'autre point qui a déçu les investisseurs, c'est la guidance en termes de résultats opérationnels pour le Q1 2026. Ils attendent entre 16,5 et 21,5 milliards, ce qui ferait une variation entre moins 10 et plus 17% par rapport au Q1 2025. Les raisons avancées, c'est 1 milliard de coûts en plus qu'en 2025 pour le lancement d'Amazon Leo, qui est leur produit pour concurrencer Starlink, des investissements dans le cadre de leur offre de livraison ultra rapide, ainsi que des marges plus faibles sur leur activité retail à l'international. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment dramatique. L'essentiel, c'est qu'ils continuent à publier de bons résultats. D'ailleurs, au Q4, ils ont notamment reporté une croissance impressionnante sur AWS qui réaccélère, plus 24% au Q4, leur croissance la plus importante depuis 13 trimestres. C'est un chiffre qui est d'autant plus impressionnant quand tu es leader du marché. Le run rate annualisé, il est maintenant de 142 milliards de dollars. Quand on sait qu'ils ont une marge opérationnelle de 35% sur cette division, ça fait un paquet de cash généré. Et sur ces 142 milliards, il y a 10 milliards qui sont liés à leur business de vente de puissance de calcul, Graviton et Trainium. Donc, Graviton et Trainium, ce sont des puces maison. Graviton, ce sont les puces CPU généralistes. Et Trainium, ce sont leurs puces optimisées pour l'IA. D'après Andy Jassy, cette activité, elle a eu une croissance à 3 chiffres au 4e trimestre. Comme Google, ils ont une belle carte à jouer à ce niveau-là. Et je pense que ça explique en partie les 200 milliards de dollars qu'ils vont investir en 2026. Allez, on termine avec Uber. C'est donc la société que j'ai ajoutée à mon portefeuille cette semaine. J'en avais déjà parlé ici à plusieurs reprises, c'est pas une surprise. C'est une société que je surveillais depuis un petit moment. Alors pourquoi j'ai fait ça maintenant? Eh bien parce que ce qu'ils ont publié déjà ça m'a plu une nouvelle fois et surtout parce que l'action est tombée cette semaine en dessous des 75 dollars qui est un niveau de prix que je juge intéressant, qu'on n'avait pas vu depuis avril dernier, post-Independence Day. Si le cours a chuté de 5% suite à la publication, c'est pour une raison que je qualifierais de court-termiste, qui ne change absolument rien aux perspectives de l'entreprise à moyen long terme. Le marché attendait des EPS plus élevés au Q4 et pour la guidance de Q1 2026. Il s'avère que la profitabilité met un peu plus de temps à évoluer côté Uber par rapport aux attentes du marché. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit préoccupant dans le sens où le management a dit plusieurs fois noir sur blanc que leur priorité c'était pour l'instant la croissance. La profitabilité c'est important bien entendu, c'est un objectif, mais le fait de chercher à la maximiser, ça n'arrivera qu'une fois qu'ils auront moins de croissance, c'est logique. Bref, en tous les cas, on est sur des niveaux de prix que je trouve intéressants actuellement. Environ 21 fois les free cash flow 2025 retraités des SBC. Pour une société qui a de quoi continuer à faire croître son revenu à 2 chiffres pendant plusieurs années, qui a largement de quoi faire évoluer sa profitabilité et qui réinvestit une portion significative du cash généré de manière disciplinée, eh ben, je trouve ça très correct. La seule grande question à laquelle il faut répondre si on veut avoir des convictions à moyen long terme, c'est la question de l'impact des véhicules autonomes sur leur business. Et sur ce sujet, eh bien, je trouve qu'ils font un travail remarquable de communication avec Dara, le CEO, en première ligne. Parce que pour y voir plus clair sur le sujet, ce que je veux savoir personnellement, c'est notamment quel rôle compte jouer Uber pour les sociétés de véhicules autonomes, quelle est leur stratégie par rapport à ça. Donc ça, ils l'ont très bien expliqué début 2025. Et deuxièmement, comment ça se passe dans les villes où les sociétés de véhicules autonomes, notamment Waymo, ont lancé leur service et quels impacts ça a eu sur Uber. Et c'est sur ce deuxième point qu'ils ont apporté de nouvelles réponses dans cette publication. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent 2 types d'exemples. Ils parlent des impacts à Atlanta et à Austin où ils sont en partenariat avec Waymo, mais ils parlent aussi de ce qui se passe à San Francisco où ils sont en partenariat avec personne, alors que plusieurs sociétés de véhicules autonomes ont lancé leur service depuis un petit moment dans la ville californienne. Donc je vous fais une synthèse rapide de ce qu'ils ont déjà constaté. Donc la première chose, c'est que l'arrivée des véhicules autonomes, ça a eu pour effet d'agrandir le TAM, le marché adressable total. Vu que c'est quelque chose de nouveau et de particulièrement insolite, ça attire plein de nouveaux clients qui utilisent l'application Uber pour la première fois. Et surtout, ça accélère la croissance du nombre de voyages, c'est ce qu'ils ont constaté, à la fois pour les véhicules autonomes, mais aussi sur les voyages classiques avec chauffeur.
Ça, ils le constatent dans les villes où il y a le partenariat Uber-Waymo, mais aussi à San Francisco où pour l'instant ils ne font rien avec les véhicules autonomes. Le deuxième truc très intéressant, c'est que c'est venu confirmer leur hypothèse sur l'utilisation de ces véhicules autonomes. Le graphique, il illustre très bien la grande variabilité de la demande au sein d'une semaine. Vous voyez qu'on alterne des gros pics et des creux. Et donc pour l'instant, à Austin, les véhicules autonomes, ils agissent comme une base fixe, plancher, on va dire, en termes d'offres, mais en heure de pointe, ou les jours où il y a une forte demande comme le samedi, eh bien ce sont les chauffeurs traditionnels qui viennent absorber le surplus de demande qui est parfois important. Et ce que Uber nous dit, c'est que sans ce modèle hybride, justement, il y aurait deux options. Soit la flotte de véhicules autonomes est énorme pour pouvoir gérer les gros pics, et dans ce cas-là, le taux d'utilisation de la flotte ne permettrait pas de proposer des prix attractifs comme avec les chauffeurs humains, c'est-à-dire que les véhicules ils passeraient leur temps à dormir, soit la flotte de véhicules autonomes est limitée, comme celle sur le graphique, et en heure de pointe, il n'est plus vraiment possible pour les gens de trouver un taxi sans des temps d'attente qui explosent, donc c'est pas un modèle qui est viable. Ensuite, ils expliquent que le modèle de San Francisco avec les véhicules autonomes ne fonctionnera pas aussi bien dans les autres villes, tout simplement parce que San Francisco, c'est une ville unique. Ils ont notamment une population très dense, très orientée nouvelles technologies, le salaire moyen y est très élevé, les courses de taxi sont très courtes en distance, et il y a une réglementation favorable à l'arrivée de ces nouvelles technologies. C'est donc logiquement une ville de choix pour les sociétés de véhicules autonomes qui, il faut le dire, s'en sortent pas trop mal sans Uber pour l'instant. Mais ça, c'est en surface parce que dans les faits, Uber nous dit que les temps d'attente sont 25% plus élevés que ceux d'Uber pendant les heures de pointe. Les véhicules autonomes sont sous-utilisés en heures creuses, ce qui fait que le modèle fonctionne, en gros, juste parce que les prix des courses, ils sont en moyenne bien plus élevés qu'ailleurs. Et enfin, un de leurs derniers points, c'est de dire qu'aux États-Unis, les 20 plus grandes villes ne représentent que 30% du marché, la plus grosse partie du marché étant une longue traîne de milliers de villes petites et moyennes qui ont leur propre spécificité en termes de variabilité de la demande par exemple, mais aussi leur propre réglementation, et ça va être une difficulté majeure pour les sociétés de véhicules autonomes qui vont se confronter à la lenteur de l'évolution de la réglementation dans certaines villes, États ou pays où elles voudront se développer. Et pendant ce temps-là, eh bien, tonton Uber continuera à se développer tranquillement de son côté. On s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. Il y a peut-être d'autres sociétés dont vous aimeriez que je parle, dites-le moi en commentaire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On se dit à très vite, c'était Romain. Ciao!